Oui, mais ça c'est une très bonne question, le fait que on se demande qui recueille les fruits de ce mécontentement ou qui est capable au fond, de le récupérer, y compris dans un sens démocratique, où il faut bien que les mécontentements trouvent à s'exprimer d'une façon constructive, que l'opposition, à son tour, puisse représenter celles et ceux qui sont déçus, mécontents, en colère, pour éviter les fractures, hein, évidemment, hein, dont je parlais à l'instant. C'est-à-dire que si on a le sentiment qu'il n'y a pas de système pour vous représenter, qu'il n'y a pas de modalité pour exprimer votre colère, eh bien là, il y a des risques de rupture. Hein, ça devient vraiment problématique. Vous savez, c'est parfois des affaires, je vous donne un exemple, c'est parfois une affaire de détails, faux détails peut-être, mais d'institutions ou de mécanismes. Si vous regardez ce qui se passe en Europe, dans la plupart des démocraties européennes, le système électoral repose sur le mode de scrutin proportionnel. Je ne dis pas qu'il faut le faire, ce n'est pas le sujet. Hein. En tout cas, j'observe que la règle en Europe, c'est le scrutin proportionnel. Donc, les partis les plus modestes, qui peuvent représenter des mécontentements différents, accèdent aisément au Parlement. Et donc, vous avez le sentiment, si vous êtes mécontent, que votre mécontentement se trouve représenté. Voyez ? Si je prends le cas du système français, scrutin majoritaire pour les élections législatives, compliqué pour les élections sénatoriales, enfin le résultat est le même, c'est qu'à l'Assemblée nationale, où siègent les députés, ou au Sénat, vous ne trouvez pas de représentation de cette France en colère. Et donc, si ce n'est pas à l'Assemblée, c'est normal, c'est dans la rue, ou bien dans l'opinion. Mais c'est comme si nous parlions de physique, si vous voulez, c'est un peu de la physique politique. Il faut bien que cette énergie soit quelque part pour qu'elle puisse s'exprimer en quelque sorte. On ne peut pas la refouler, la contenir en pensant qu'à la fin elle finira par s'épuiser et puis disparaître. Ça ne marche pas comme ça. Et dans l'esprit de nos compatriotes, ça c'est très présent et c'est problématique, mais il y a un fond de vrai, l'opposition, l'opposition formée par les partis de gouvernement, pour les distinguer des populistes, les partis de gouvernement qui ont vocation à gouverner, qui ont déjà gouverné, qui probablement gouverneront demain, tôt ou tard, comme le PS hier était un parti de gouvernement qui savait qu'il allait finir par retrouver le pouvoir. Ce n'est pas une science, ça ne marche pas avec une telle certitude comme ça. Il y a des partis de gouvernement qui disparaissent, qui se métamorphosent. L'histoire, bien sûr, fait son œuvre. Mais ici, dans un relatif, je dirais, court terme, eh bien, ce qui domine, c'est que les Français ont voulu une alternance en 2012 parce qu'ils étaient insatisfaits, et ils sont insatisfaits de l'alternance. Mais ça n'est pas pour autant qu'ils adorent ce qui a précédé. Et donc le sentiment plutôt qui domine aujourd'hui, c'est on ne sait pas vers qui faire porter, ou par qui faire porter nos espoirs. C'est compliqué parce que vous dites la gauche de gouvernement me déçoit. Bon, la droite de gouvernement, mais elle m'a déçu il y a encore 1 an et demi. Très bien. Et les populistes, ben alors je ne peux pas quand même, ça ne se fait pas, c'est pas convenable, pas correct. Je ne vais pas donner ma voix à des partis à ce point démagogique et outrancier. Certains disent je vais y aller. Le meilleur score du Front National, c'est 2012, c'est pas 2002. C'est le 22 avril 2012. Marine Le Pen a battu tous les records d'un candidat Front National aux élections nationales, l'élection présidentielle en fait en particulier. Elle a fait plus que son père et Bruno Maigret additionné en 2002. Si vous prenez le seul critère qui vaille, c'est-à-dire, si c'est technique, vous me poserez la question, et je ne crois pas que ce soit technique, mais enfin, le calcul des résultats par rapport aux inscrits, par rapport aux électeurs inscrits, c'est ça qu'il faut prendre comme critère, pour tenir compte de la population électorale et de l'abstention. Et donc le meilleur score du Front National, c'est le
22 avril 2012, avec Marine Le Pen, qui fait presque 14% aux inscrits et pratiquement 18% aux exprimés. Bon. Donc il y a des gens qui disent « moi je vote populiste », Mélenchon 11%, Marine Le Pen presque 18%, on est quasiment à 30%. À ça, je vais ajouter Poutou et Artaud, c'est pareil, hein, ce sont des miettes populistes, mais ce sont quand même des organisations, on peut dire à caractère populiste ou démagogique ou outrancier, qui se voient dans le discours, dans les idées, les propositions. Bon, voilà, c'est quand même très relâché hein, comme type de proposition. Eh bien, vous avez pratiquement un tiers des électeurs qui ont voté pour des candidats en 2012, anti-système, populistes, exprimant une forme de colère. C'est quand même beaucoup. Hein. Un tiers, c'est beaucoup. Hein. Et les autres, eh bien, les autres ont voté pour l'alternance, hein, ou bien ont tenté de faire réélire l'équipe sortante en vain. Mais ceux qui sont déçus aujourd'hui sont à nouveau disponibles. Disponibles pour l'abstention, disponibles pour le vote en faveur d'un candidat de l'opposition, de droite, hein, ou disponibles pour les votes populistes. Et donc, le schéma aujourd'hui, il est qu'il n'y a pas en France le sentiment qu'il existe un parti de gouvernement capable de faire mieux ou différemment, ou d'arriver à de meilleurs résultats, ou de satisfaire. Cette idée-là n'est pas disponible. Vous la trouvez chez quelques militants, hein, mais qui vont représenter peut-être 15%, peut-être au maximum 20% du corps électoral. Hein. Et encore, c'est sans doute beaucoup ce que je dis là. Hein. Mais la plupart des électeurs sont convaincus que cette option d'amélioration n'est pas disponible. Et même ceux qui votent pour le Front National, plus spécifiquement, vous disent dans les enquêtes assez largement qu'ils votent pour le Front National, mais sans croire du tout à leur solution. Pas tous, certains y croient, mais ce n'est pas une majorité. Donc, ce n'est pas disponible. Pourquoi ce n'est pas disponible ? Parce que la classe politique française n'a pas réussi à prendre la mesure du changement dont je vous ai parlé en introduction. La classe politique française ne fait pas cette révolution culturelle. Elle ne la fait pas parce que les partis politiques sont des organisations conservatrices, par nature, hiérarchisées, disciplinées, qui rendent très difficile l'émergence de l'innovation, qui rendent très difficile l'émergence de nouvelles figures, de nouvelles générations, qui sont des organisations pas du tout équipées pour sentir les changements culturels. Ça ne marche pas comme ça. Les partis politiques, ce sont des machines qui servent de facto à sélectionner des candidats, à les faire élire et à les faire réélire. Ce sont des partis pratiquement d'élus. Maintenant, les partis politiques sont des partis d'élus. Le PS est un parti d'élus. La moitié des militants du PS sont des élus. Vous vous rendez compte ? La moitié. Donc ça veut dire que la machine tout entière est occupée à organiser la réélection des membres. Donc zéro chance d'innovation. Pour l'UMP, l'UDI est un parti nouveau, c'est un peu compliqué d'en parler comme ça, parce que c'est tout à fait nouveau, mais en tout cas, ce sont des organisations qui sont faites avec des règles qui sont celles des partis politiques, où que ce soit. Hein. Les partis politiques ne sont pas innovants, ils ne peuvent pas innover, ce n'est pas fait pour ça, c'est disciplinaire, hiérarchisé, je vous l'ai dit, et conservateur. Et ça empêche en réalité les responsables politiques de prendre la mesure du changement culturel nécessaire. Hein. Vous le voyez parce que même quand il y a un changement du type, on se met à Twitter ou à Facebook, pour prendre deux exemples, donc on dit on est moderne, on s'adapte, même chez les jeunes, hein. Ce n'est pas qu'une question d'âge, hein. C'est une question de compréhension. Eh bien, le rapport à ces outils numériques est un rapport classique, top-down, c'est-à-dire je fais de la communication comme si j'avais entre les mains un média classique. Au lieu de vous envoyer un fax, je tweete. Mais c'est le même rapport, vous voyez. Je ne tweete pas pour échanger avec vous, je tweete pour faire passer une information. J'annonce. Rendez-vous à tel endroit. C'est juste un outil de plus de mobilisation, mais ce n'est pas ça du tout, les outils numériques. C'est pas ça. C'est de la coproduction, c'est de la co-création. Même si l'Islande est un petit pays, vous avez peut-être vu que les Islandais ont réussi à écrire comme cela une constitution pour eux-mêmes.
par de la coproduction législative. Hein. Donc il y a un potentiel considérable. Culturellement, il y a très peu de gens dans cette salle qui sont disposés à servir de soldats fidèles, loyaux, pour aller coller des affiches, applaudir le chef, crier hurrah quand il va se présenter aux élections, où nous sommes sauvés quand il sera élu. Il y a très peu de gens qui ont la psychologie pour ça aujourd'hui, la culture pour ça. C'est de plus en plus difficile. Ça ne correspond plus à notre société où les individualités sont fortes, autonomes, s'expriment, y compris sur les réseaux sociaux. Vous avez probablement vos profils, vos identités, et donc vous mettez à la fois en valeur et en exergue ce que vous êtes comme individu, comme être singulier. Donc tout ça est complètement contradictoire avec un système hiérarchisé, disciplinaire, vous voyez, de type militant, ça vient de militaire, vous le savez, hein, c'est la même racine. Hein. Donc là, pour le monde d'aujourd'hui, il y a un vrai problème. Et d'ailleurs, c'est une question à laquelle moi je ne sais pas apporter de réponse. Hein. Ce que je peux dire, c'est que ma conviction, c'est que les partis politiques sont des organisations qui, en gros, sont apparues à la fin du XIXe siècle pour faire face au suffrage masculin, donc suffrage de masse. Il fallait organiser effectivement les élections parce qu'il y avait des millions d'électeurs tout d'un coup. En France, suffrage masculin, on passe de 600 000 électeurs à 10 millions, entre le suffrage censitaire et le suffrage masculin en 1948. Donc il va falloir, il y a l'Empire, peu importe, mais après, quand il y a la République, il va falloir organiser tous ces gens-là. Donc on invente les partis. C'est des machines à mobiliser des gens qui ne savent pas grand-chose, qui ne savent même pas encore lire et écrire. On a la même structure aujourd'hui avec des gens qui n'ont plus rien à voir avec tout ça et qui sont capables eux-mêmes, chacun ici est un émetteur, un média, peut émettre, en tout cas pense qu'il peut émettre, des idées, des propositions et qu'il a une légitimité à part entière. Donc les partis sont aujourd'hui en grande crise parce que historiquement ils ne correspondent plus du tout à la culture actuelle et aux technologies disponibles. Donc là, c'est une des raisons pour lesquelles, si vous voulez, la classe politique, je ne veux pas la généraliser, c'est toujours un peu, vous voyez, il ne faut pas être comme ça tranchant, péremptoire, mais malgré tout, dans sa structure, comme une classe particulière, la classe politique, n'a pas intégré les éléments culturels nécessaires à la réponse qu'appelle le monde d'aujourd'hui. Et ça, les gens le savent, les électeurs le sentent, même s'ils ne sont pas connectés ou très geeks, ils le sentent, et ils sentent qu'il n'y a pas une offre qui donne les clés du monde moderne. Voilà. D'où un scepticisme généralisé, pas simplement à propos de l'Europe, à propos de l'offre politique.